Pesan, 56 ans, habite dans la Drôme, où il tire un revenu d'existence de l'enseignement de la philosophie. Il est à l'origine de plusieurs projets d'alternatives concrètes, une AMAP, une association de producteurs-consommateurs, et surtout, il est l'un des 3 cofondateurs d'une monnaie locale complémentaire, MLC, la mesure. Il se définit comme un décroissant et anime le mouvement des objecteurs de croissance, le MOC, ainsi que le réseau français des MLC. Politiquement, il travaille plus particulièrement sur les questions de décroissance, de revenus inconditionnels, de revenus maximum et de monnaie. Il a coordonné 2 ouvrages collectifs, Notre décroissance n'est pas de droite et L'antiproductivisme, un défi pour la gauche. Et il a écrit récemment un livre intitulé Politique de la décroissance, propositions pour penser et faire la transition. Michel Le Pesan, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes un militant actif de l'objection de croissance. Comment en êtes-vous venu personnellement à la contestation de la société croissante et depuis quand? Je m'attendais un peu à la question tout à l'heure, alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais répondre Vous avez préparé à cette question parce qu'en fait je fais de la politique et depuis relativement peu de temps, pour une raison simple, c'est que je n'habitais pas en France, j'habitais à l'étranger et je suis revenu en France en 2000. Sinon pour l'essentiel j'ai vécu, et j'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'étranger, en Mauritanie, au Niger, à l'île Maurice, qui était assez agréable, mais qui quand même vous fait découvrir ce qu'est le monde. J'ai pas un engagement politique lointain, je n'ai jamais adhéré à un parti politique, j'ai de temps en temps cotisé à des syndicats, mais de façon épisodique et éphémère. Et donc je me doutais bien que vous me poseriez cette question, et moi, fondamentalement, l'essentiel de ma vie a été consacré à apprendre, à faire et à enseigner de la philosophie. Donc c'est fondamentalement par la philosophie que je suis venu à la décroissance. Et fondamentalement par une réflexion sur les limites. En fait, je m'aperçois que quand j'ai fait des diplômes, quand j'ai fait des soutenus, des mémoires, ou écrit, j'ai à peu près toujours travaillé sur les limites. Toujours sur les limites. Et toujours pour à peu près dire la même chose. Les limites ne sont pas des contraintes, mais les limites sont une chance. Les limites sont une aubaine. Et au fond, c'est une bonne chose qu'il y ait des limites, non pas pour les dépasser, mais pour rester à l'intérieur des limites. J'avais écrit il y a assez longtemps un mémoire sur Kant, sur la théorie kantienne de la connaissance, pour montrer que la connaissance est limitée et que c'était finalement une bonne chose. Donc fondamentalement, c'est ainsi que je suis venu à la pensée de la décroissance. D'une façon large, la notion technique même de finitude, et à l'intérieur de la finitude, la notion des limites, et puis une réflexion sur la mort. Parce que le plus métaphysiquement possible, je ne fais pas tout de suite de politique, je pense que la croissance est toujours animée fondamentalement par une peur de mourir, et par un désir, un goût profond d'immortalité. Et au contraire, la décroissance me semble toujours une façon d'accepter de mourir. Et la finitude, donc, elle a ce côté sur la mort, et puis elle a ce côté sur les limites. Alors ça, c'est sur, je dirais, mon interrogation la plus profonde, et puis plus conjoncturellement, comment j'en suis venu à la décroissance politiquement. De façon très simple, j'ai fait la campagne pour José Bové en 2007. J'en ai été très déçu. Et après coup, quand la campagne s'est terminée, avec d'autres copains sur Romans, on s'est demandé comment on pouvait continuer notre engagement et faire ce que Bové n'avait pas fait. Et à ce moment-là, on s'est lancé ici sur Romans, dans l'organisation de rencontres, un anti-Grenelle, un forum social qui s'appelait un forum citoyen parce qu'on a mis les partis politiques, et cela fait que j'ai continué à faire des choses sur place, à rencontrer des gens avec qui on avait fait la campagne Bové en France, et de fil en aiguille, je dirais presque de l'altermondialisme à la décroissance, pour moi le chemin était tout à fait naturel. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a quand même, qui était déjà un décroissant, qui s'appelle Christian Sundt, qui n'est pas un théoricien, bon, qui écrit quelquefois, mais sur peut-être les raisins oubliés ou sur la forêt, mais pas sur la théorie, et avec qui je fais de la politique très concrètement, et c'est lui qui fondamentalement m'a amené à la décroissance. Donc une rencontre et puis une réflexion ancienne. On peut distinguer 2 approches de la décroissance. Une approche physique, dont vous venez de parler, qui met l'accent sur l'impossibilité matérielle de continuer à croître dans un monde où les ressources naturelles sont limitées, finies,
et une approche culturelle qui, elle, privilégie la lutte contre le capitalisme productiviste et son corollaire, le consumérisme, considérés tous deux comme vecteurs essentiels de la croissance. De quel courant vous reconnaissez-vous comme le plus proche? Aujourd'hui, puisque j'ai coordonné l'année dernière un livre sur l'antiproductivisme, je dirais que j'appartiens plutôt à la variante antiproductiviste, et fondamentalement, même là sur l'antiproductivisme et l'anticonsumérisme, il y a encore deux façons. Il y a ceux qui sont anticonsuméristes parce qu'ils sont antiproductivistes, et ceux qui sont antiproductivistes d'abord parce qu'ils étaient anticonsuméristes. Moi je suis plutôt d'abord antiproductiviste, donc anticonsumériste. C'est les excès de la production, je vois bien que ça donne de la surconsommation, et donc je deviens, comment dire, anticonsumériste. Mais fondamentalement, je suis venu par une réflexion politique. Je dirais que par rapport à votre... moi je transformerai un peu votre question. Ceux qui viennent par les limites matérielles viennent plutôt, je dirais, du côté vert, du côté écologique. Bon, alors que ceux qui viennent par une critique du capitalisme, comme vous l'avez suggéré, viendraient plutôt du côté rouge. Je viens plutôt du côté rouge. Même si je ne suis plus du tout marxiste si je ne l'ai jamais été, et je pense que fondamentalement, l'écologie nous donne des limites. Personne ne conteste aujourd'hui la finitude des ressources naturelles, mais certains, comme les ultralibéraux par exemple, considèrent que la croissance n'est pas liée essentiellement à ces ressources et que celle-ci peut se perpétuer à partir d'autres richesses, en d'autres termes, que le génie humain est capable de s'affranchir de la dépendance naturelle. Que pensez-vous de cette conviction? Alors, moi je ne suis pas économiste, donc je fais confiance à certains économistes quand ils sont de mes amis. Les autres, je ne leur fais pas confiance. Donc je sais qu'il existe un livre coordonné par Baptiste Minondo sur la décroissance d'un point de vue économique, et dedans il y a un article sur lequel moi je fais fond en quelque sorte, un article qui affirme qu'il n'est pas possible de découpler la croissance du PIB de l'empreinte écologique. Donc toutes, pour moi, les fables, les fariboles sur on va pouvoir continuer une autre croissance avec une autre richesse qui serait découplée de l'empreinte écologique, je n'y crois pas. Et puis, on est quelquefois en lien avec d'autres décroissants. Fabrice Flippo, par exemple, très souvent, met en avant l'idée que même aujourd'hui, les techniques de l'information et de la communication ont aussi une empreinte écologique aussi forte, si ce n'est plus forte, hein, mais de façon très indirecte, mais que l'on peut calculer. Donc de ce point de vue-là, je n'y crois absolument pas. Mais de toute façon, quand bien même il pourrait y avoir un petit effet de découplage entre croissance du PIB et augmentation continue de l'empreinte écologique, là n'est pas la question. Ce n'est pas simplement parce qu'il y a des limites que nous voulons rester dans les limites. C'est parce que c'est une bonne chose d'avoir des limites. Même si la nature était infinie, il n'y aurait aucune raison pour l'épuiser et, l'exploiter, dans le sens exploitant agricole, mais aussi exploitation de la nature par l'homme. Il n'y aurait aucune raison d'exploiter. Encore une fois, moi je pense que les limites sont en elles-mêmes positives. Il est bon d'avoir des limites. Donc je ne suis pas un décroissant malgré moi. Je ne suis pas un antiproductiviste malgré moi. Je ne suis pas antiproductiviste parce que j'ai constaté qu'il y a des limites. Même s'il n'y avait pas de limites, je défendrais une politique des limites. Oui, mais ma question portait sur, non pas la façon de voir des décroissants, mais la façon de voir des ultralibéraux qui disent le génie humain, qui sont d'accord pour prendre acte de la finitude des ressources fossiles, mais qui disent que le génie humain va pouvoir trouver d'autres ressources non fossiles et que la croissance va pouvoir continuer. Donc, c'est cette idée, la croissance est possible malgré la fin du fossile. Alors d'abord... et c'est là-dessus que je vous demandais votre opinion. Les limites matérielles, ce n'est pas que les limites du fossile. Tous les travaux de Philippe Biwix, par exemple, montrent qu'il ne s'agit pas simplement que de l'énergie. C'est aussi la question des matières, des métaux. Donc les limites matérielles, encore une fois, ce n'est pas que l'énergie, c'est aussi la matière. Donc énergie et matière ont des limites. Maintenant, est-ce que le génie humain peut s'affranchir des limites physiques? Je ne comprends absolument pas l'expression de génie humain. Donc maintenant, je comprends bien qu'on peut toujours
promettre que demain, etc. Mon père, qui était un homme plein de bon sens et qui fonctionnait à coup de slogan, aimait répéter « demain on rase gratis ». Donc on peut toujours croire. Les décroissants, en général, ne croient pas au progrès. Ils ne croient plus au progrès. Ils ont, comment dire, ils n'ont plus la foi dans le progrès. Alors on peut toujours dire que demain. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, quand même, il me semble qu'en tant qu'écologiste radical, antiproductiviste, il ne faut pas dire qui vivra verra. Bon, il y a toutes les chances qu'aujourd'hui, qui vivra verra pas, ou qui verra vivra pas. Enfin, quand même, difficile d'admettre qu'il va y avoir une profusion. Ça, je n'y crois pas. Et qu'on inventera d'autres formes. Non, ça je n'y crois pas. Un mot là-dessus. Il y avait un candidat à l'élection présidentielle en 2012, qui est passé pour le plus farfelu, dont tout le monde s'est moqué, mais qui est en réalité, d'un point de vue décroissant, le seul tragiquement sérieux. C'était Jacques Cheminade. C'était le seul qui, ayant enregistré la finitude de la planète Terre, disait bon, il faut dès maintenant envisager la conquête de Mars. Ça faisait rigoler tout le monde, mais c'était dramatiquement drôle. Parce que c'était effectivement la seule voie possible. Non. Alors, il n'y a pas que les ultralibéraux, en plus, pour croire au progrès. On a aussi, quand même, beaucoup de la gauche productiviste qui adore et adhère encore totalement, évidemment. Alors là, de ce point de vue-là, ils sont pareils. D'accord, d'accord. Alors, à propos de l'échiquier politique, à votre avis, y a-t-il beaucoup de mouvements décroissants en France? Ces mouvements sont-ils uniformément répartis de par le monde? Sont-ils homogènes quant à leur approche politico-économique? Sinon, à votre avis, sur quelle position divergent-ils? Alors, très concrètement, en France, il y a réellement, en force politique, que deux organisations politiques basées sur la décroissance. Il y a le PPLD, Parti pour la décroissance, et le MOC, Mouvement des objectifs de croissance. Alors, il existe des plus petits groupuscules encore, qui existent de façon éphémère à l'occasion de certaines élections, comme par exemple Vincent Chénet, qui a le sens de la formule, a créé le POC, le Parti des objecteurs de croissance. Et puis je sais qu'à Nancy aussi, autour de Clément Wittmann, a existé à un moment l'époque, mais son nom dit bien que ça ne dure qu'un temps, qu'une époque, et donc ça ne subsiste pas forcément. Il n'y a que deux mouvements. Il y a le PPLD. Alors le PPLD, historiquement, avait été créé après la marche pour la décroissance et les assises de la décroissance à Lyon par Chénet et Ariès. Très vite, le mouvement a capoté et avait été oublié, et a été repris il y a maintenant, c'était en décembre 2008, par Vincent Liéget et Stéphane Madeleine, qui ont relancé le PPLD. Et puis l'autre mouvement qui existe aussi, c'est celui auquel que j'anime, qui s'appelle le MOC, Mouvement des objectifs de croissance, mais dont le nom n'a été choisi que pour le jeu de mots on fait des moqueries et on se moque. Absolument. Après coup, on a découvert que ça s'appelait Mouvement des objecteurs de croissance. Donc, fondamentalement, il y a ça. Alors, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que la décroissance est assez à la mode. Et la décroissance étant un mouvement relativement jeune et ayant relativement peu entre guillemets, de penseurs. On a plusieurs papes, mais peu de penseurs. C'est comme ça. Chacun se croit souvent autorisé, mais pourquoi pas, en tant que décroissant, à s'inventer sa propre théorie. Moi, je suis suffisamment dans le milieu décroissant pour voir que quasiment chaque mail est l'occasion, pendant un débat, pour chacun de se mettre à exposer sa théorie générale de la décroissance. Donc, de ce point de vue-là, ça fourmille. Mais de mouvements organisés, en France, il n'y en a que deux. Vous ne citez pas le mouvement des villes en transition. Mouvement qui se place non pas d'un point de vue, je dirais, de la tendance culturelle, mais la tendance bioéconomique, la tendance on bute contre la finitude des ressources, et qui commence à s'adapter au choc, qui prévoit le choc de la fin du fossile, qui commence à s'adapter et qui se base sur le concept de résilience. Vous ne citez pas ce mouvement? Non. D'abord parce que le mouvement de transition, donc il n'est pas né en France, il est né quand même donc en Angleterre. Il existe maintenant en France. Alors, il a d'abord commencé en Angleterre, Rob Hopkins. Bon, et Rob Hopkins n'est pas un décroissant. Qu'il y ait des considérations décroissantes dans son manuel de transition, bien évidemment, mais il n'est pas un décroissant. Alors après, en France, il y a effectivement des villes en transition, des territoires en transition, des villages pour vous, c'est pas décroissant en transition. Alors, il se trouve que dans la traduction
française du manuel de transition a été rajouté un article sur la décroissance et sur la transition, fait par Luc Semal et Mathilde Chuba. Mais c'est une originalité de la traduction française par rapport au manuel anglais. Bon, deuxièmement, est-ce que les villes en transition et le mouvement en transition et décroissant, c'était l'objet d'un débat dans la revue Silence d'octobre ou novembre, je ne me rappelle plus, 2013, auquel j'ai eu la gentillesse, ou on a eu la gentillesse de me demander de participer. Je faisais partie des gens qui explicitement admettaient que la décroissance est apolitique, que la décroissance, non, que le mouvement des villes en transition est apolitique, qu'il y ait des cousinages, bien sûr, hein, il y a des points communs, mais ils ne sont pas décroissants, ils ne font pas assez de politique pour ça. Alors vous avez dit tout à l'heure que vous vous situiez plutôt du côté de la gauche traditionnelle que du courant écologiste. Alors la gauche traditionnelle, non, mais... La gauche, pardon, pas traditionnelle, effectivement. La gauche, plutôt que l'écologie. Quelles sont vos relations et votre position par rapport à EELV ou au parti de gauche? Alors bon, Europe Écologie Les Verts. D'abord on dit à des amis. Il faut bien voir que quand on est aussi crépusculaire que nous, on ne peut pas se permettre de se fâcher avec tout le monde. Pas exagéré. Bon, donc on a des amis à Europe Écologie Les Verts. Il y a même à Europe Écologie Les Verts des figures qui s'affichent décroissantes. Yves Cochet, hein, qui s'affiche décroissant. Et qui... En coulisses. Alors en coulisses, non. À l'Assemblée nationale, il avait fait une intervention quand il était député. Bon, il en a fait une fois. Ah oui, mais c'est le seul. Mais c'est le seul. Il a fait une fois, en tout cas, quand le mot de décroissance a été prononcé une fois à l'Assemblée nationale, c'était par Yves Cochet. Ah oui. Donc, chapeau bas. Maintenant, il n'y a pas que Yves Cochet à Europe Écologie Les Verts. Il y a, comment dire, chez les Verts, alors parmi les groupes les plus à gauche, des gens avec qui nous nous entendons très bien, avec qui nous travaillons, et avec qui, par exemple, en ce moment, nous sommes dans une convergence antiproductiviste. Il y a des courants depuis Francine Bavet, les alter-écolos, Jérôme Glaise, il y a là des gens avec qui on travaille. Mais fondamentalement, ça aurait été plus facile pour moi il y a 2 mois. Europe Écologie, les Verts, est un parti d'écologie d'accompagnement. Bon, ils ont une stratégie d'accompagnement du PS et... Du capitalisme? De fait. D'accord. De fait. Mais ils ont une stratégie d'accompagnement. Le positionnement politique, je crois qu'on peut dire des décroissants en général, mais du MOC en particulier, n'est pas de tenter de changer la société par une prise du pouvoir. Donc tous ceux qui continuent à croire ou à faire croire qu'on pourra changer la société par une prise du pouvoir central, bon, pour nous, ne participent pas de la radicalité écologique. Maintenant, aujourd'hui, là, ce qui s'est passé, ils sortent du gouvernement, ils ne votent pas, comment dire, les textes, on suit. Pour le parti de gauche, c'est différent. Donc, le côté rouge maintenant. Le parti de gauche, il tourne autour d'un seul nom. Un tribun. Bon, moi, ça me gêne que la politique tourne autour d'un tribun. Donc, maintenant... Alors justement, en janvier dernier, se sont déroulées à Caen les premières assises de l'écosocialisme, sous l'égide du parti de gauche et de ce fameux tribun. Avez-vous lu le manifeste de l'écosocialisme? Pensez-vous qu'il puisse constituer une plateforme adaptée aux idées que vous prenez? Alors, je n'étais pas. Non. Sans y être. Je n'y étais pas, mais parce que j'étais ailleurs. J'étais aux premières rencontres européennes de l'écosocialisme, organisées à Genève, dans lesquelles il y avait le PG, mais aussi le NPA, parce que de façon assez... C'est typique du PG, alors là c'est vraiment les choses, surtout ne pas couper, parce qu'elles vont être désagréables. Le PG est un aspirateur. Le PG est un aspirateur. Alors à voix et en tout cas à idée. Il se découvre écosocialiste. Tant mieux. Quand à leur création il a été question qu'il s'appelle Parti de gauche écologiste, ça a été refusé. C'est d'ailleurs parti... Oh, ça a été refusé par la majorité. Alors qu'au départ, c'est précisément parce qu'ils allaient s'appeler Parti de gauche écologiste que des gens comme Paul Ariès ont appelé à participer au Parti de gauche et à la constitution du Parti de gauche. Donc aujourd'hui, alors que l'écosocialisme était plutôt le fait, il faut bien l'avouer, du NPA, et des penseurs NPA, proches du NPA, Michael Lowy par exemple, par une sorte d'accaparement, aujourd'hui, le PG a créé, ils ont fait l'année dernière les assises de l'écosocialisme et un manifeste écosocialiste. Alors on l'a lu, ce manifeste de l'écosocialisme. Ben là on peut parodier Sade,
français si vous voulez être républicain, encore un effort. Ami du PG, si vous voulez être antiproductiviste, encore un effort. Moi j'ai coordonné donc, un livre sur l'antiproductivisme, dans lequel il y a un texte de Mélenchon, et il y a un texte aussi, il y a d'autres contributions de personnes du PG, dont par exemple Corinne Morel-Darleux, qui est la responsable de l'écologie au PG, et qui, comment dire, défend la transition écologique. Mais elle défend la transition écologique par une planification écologique. Cela nous effraie. Ils ne peuvent pas s'empêcher de rester marxistes. Contrairement à certains décroissants qui incitent pour affirmer que leurs idées sont bien ancrées à gauche, vous dites qu'il faut sortir de la gauche. De façon générale, et sans vous baser forcément sur un thème de la décroissance, quelle est pour vous la différence fondamentale entre être de gauche et être de droite? Alors, que je tape sur la gauche... Vous dites simplement qu'il faut en sortir. Non. Ne tapez pas vraiment. Alors, que je tape éventuellement sur la gauche, et qu'éventuellement je me dise, que je me pose la question, s'il faut, comme je l'ai écrit dans un texte, sauver la gauche ou se sauver de la gauche, n'a absolument pas de conséquence sur mon positionnement explicitement à gauche. Expliquez-nous ça. Je suis complètement à gauche. Alors pour une raison très simple. D'abord, je ne fais aucune confusion entre la droite et la gauche. Alors, quelle est la différence selon vous? Alors là, il y en a autant qu'on veut. Donnez-en une. J'en donne trois. Trois, d'accord. J'en donne trois. Un pour trois. La première, quand même, les combats de gauche dans le passé, les luttes de gauche dans le passé, et les luttes de droite dans le passé, les combats de droite dans le passé. Comment? Quand j'entends des gens dire aujourd'hui il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite. Enfin, tout le monde peut voir la différence entre une manif pour tous et, comment dire, un 1er mai pourri par la gauche. Non, mais moi je vous demande quelles sont les différences. Les combats n'ont pas été les mêmes. Les combats n'ont pas été les mêmes. Quand dans les luttes, très concrètement, sur le terrain, je ne me suis jamais retrouvé avec la droite. Jamais retrouvé avec la droite. Je me retrouve qu'avec des gens que je préférais plus cohérents à gauche, mais je me retrouve qu'avec des gens de gauche. Il y a une différence très 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 nette dans les luttes. Ça c'est pas de la théorie, c'est dans les faits. Les luttes de gauche ne sont pas les luttes de droite. Les manifs des années 30, en France, 1930, à droite, et les manifs des années 30, à gauche, les camelots du roi, c'est pas le Front populaire. Donc moi je fais une différence extrêmement simple de ce point de vue-là dans les faits. Les luttes ne sont pas les mêmes. Les luttes ne sont pas les mêmes. Puis il y a une deuxième, on peut trouver une deuxième différence, là aussi en remontant encore plus dans le temps, puisque à l'origine, la gauche, c'est au moment du vote pour est-ce qu'on continue à avoir un roi de façon constitutionnelle ou pas, ceux qui ont voté non et la destitution du roi se sont mis à gauche, les autres se sont mis à droite. Bon, ben moi je voterais aujourd'hui la destitution du roi, et je me suis même posé une question un peu plus moderne. Quel serait le roi aujourd'hui dont je devrais voter la destitution? Fondamentalement, on y viendra peut-être tout à l'heure, pour moi c'est la technique. Le pouvoir, le règne de la technique. La technique est le roi aujourd'hui. Quant à moi, je voterais bien la destitution de la technique. Et par rapport même à votre question tout à l'heure des ultralibéraux, qui, comment dire, se mettaient à espérer que demain la technique... Eh bien, non. Ils y croient. Bien sûr, ils y croient. Ils ont la foi. Ils sont persuadés. Bien sûr, les camelots de la technique. Donc, mais les camelots au sens sur la foire. Hein. Bien sûr, moi je suis de ce point de vue-là incontestablement à gauche. Et puis, troisièmement, j'ai annoncé trois raisons. De la façon la plus large, qu'est-ce que c'est qu'être de gauche? Qu'est-ce que c'est qu'être de droite? Je crois que c'est un point de vue. C'est un point de vue. Est-ce que je regarde le monde du point de vue des dominés? Est-ce que je regarde le monde du point de vue des dominants? Alors pour moi c'est très très simple. Je regarde les choses du point de vue des dominés, des exploités et des aliénés. Je suis de gauche. Maintenant, muni de ces trois critères... Donc ça veut dire que ceux qui sont de droite regardent le monde du point de vue des dominants. Des dominants. Oui. Voilà, il faut qu'on soit bien précis. Du point de vue des dominants. D'accord. Alors que je préfère le regarder du point de vue des dominés. Très bêtement, c'est quand je regarde un match de foot, je suis toujours pour celui qui perd. Quand je regarde un match de tennis où ça varie encore plus, je suis systématiquement pour celui qui perd. Je ne peux pas faire autrement. Je m'aperçois que je peux changer en fonction du score. Je vais changer à chaque fois de favori. Je vois les choses du point de vue du perdant, du point de vue des dominés. Pour moi, c'est ça de gauche. De ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que les gens qui se prétendent de gauche soient toujours de gauche. Mais au moins, je sais ce que c'est qu'être de gauche. Alors, pour revenir un petit peu sur les problèmes d'énergie, en vous lisant, on constate que vous parlez très peu, voire pas du tout, de l'extinction des ressources naturelles et plus précisément de la déplétion fossile et minérale.
Dans votre texte, les 3 pieds politiques de l'objection de croissance, contribution à l'élaboration d'une stratégie de transformation pour sortir définitivement du capitalisme, par exemple, les mots pétrole, pic pétrolier, fossile, minéral ou ressources ne sont pas cités une seule fois. Quel rôle ou part attribuez-vous à cet élément de finitude des ressources naturelles dans votre approche de la décroissance? Alors, effectivement... On en a parlé un petit peu, mais ça m'a paru intéressant de le confronter à ce que vous aviez écrit. Alors, ce texte-là était un texte écrit en une semaine pour faire une sorte de synthèse. Alors, je vais répondre très clairement. On ne trouve pas, excusez-moi, on ne trouve pas non plus beaucoup dans votre dernier livre, Politique de décroissance. Non, non, mais voilà. Ce n'est pas mon point de vue. Ce n'est pas mon approche. C'est l'objet de la question. Ce n'est pas mon approche. Ce n'est pas mon approche. Je vais défendre une position et après je pourrais mettre un bémol. Et ce bémol, éventuellement, il m'est venu de ce qui peut faire l'intérêt des villes en transition, du mouvement en transition. Pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je mettrai éventuellement un bémol. D'une façon générale, je n'accepte pas ce que j'appelle l'argument de la nécessité. Cet argument de la nécessité, il est né à gauche. Il est né à gauche dans le marxisme-léninisme, à savoir, le capitalisme ne peut pas ne pas échouer. Définition classique de la nécessité, c'est quand ce qui ne peut pas ne pas être. Le capitalisme ne peut pas ne pas échouer, il y a des contradictions internes. Creuse ses propres tombes. La formule de Lénine, amusante, le capitalisme finira par nous vendre la corde pour les pendre. Le capitalisme, bon. Je ne crois pas à cet argument de la nécessité. Je le crois d'abord fondamentalement apolitique, au sens où si un jour quelqu'un me dit qu'un arbre ne peut pas ne pas tomber, je ne vois pas pourquoi j'irai acheter une hache pour faire tomber, ou produire une hache pour faire tomber l'arbre. Donc il me semble fondamentalement apolitique, et il est pire encore que cela, car fondamentalement cet argument de la nécessité, un déterminisme historique, pour le dire plus techniquement, dans le marxisme, a conduit quand même à s'apercevoir qu'il ne suffisait pas que la nécessité soit là, il fallait en plus que les gens en prennent conscience, et ça s'est doublé d'un volontarisme politique, qui est la doctrine, comment dire, de l'avant-garde éclairée par le Parti communiste, qui pour moi est une catastrophe politique. Donc je ne veux pas adhérer à l'argument de la nécessité. Le drame, c'est que cet argument de la nécessité, qui fondamentalement naît à gauche, le capitalisme ne peut pas ne pas échouer, on en trouve un symétrique, une variante, du côté vert, du côté écologiste, qui est tout l'argument de l'effondrement, de la déplétion. Hein? Bon, à savoir que, de toute façon, on ne pourra pas ne pas arriver à un moment où il n'y aura pas de ressources, où il n'y aura plus, comment dire, suffisamment de matière. Ma question, mon intérêt n'est pas de le savoir, car, je reprends ce que je disais tout à l'heure, à l'argument de la nécessité, je pense qu'il faut opposer l'argument du « quand bien même ». Cet argument d'ailleurs est repris par Jérôme de Skilbé d'Europe Écologie Les Verts, Alter Écolo, dans le livre sur l'antiproductivisme. L'argument du quand bien même, il consiste à dire quand bien même l'arbre doit tomber, un jour ou l'autre, je ne vais pas attendre qu'il tombe, car c'est dès maintenant que je ne veux pas l'arbre. Quand bien même, donc le capitalisme doit tomber, je n'ai pas à attendre que le capitalisme tombe de lui-même. Quand bien même, encore une fois, la nature serait finie ou infinie, je ne me pose pas la question. Je ne me pose pas la question. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pétrole que je vais m'inquiéter de la disparition du pétrole. Parce que, dans ce type d'argument, le jour où on se met à découvrir du pétrole, alors on recule d'autant. Mais moi, je ne suis pas pour la décroissance demain. Moi, je suis pour la décroissance aujourd'hui, sans attendre. Parce que, fondamentalement, c'est une façon de vivre qui respecte la nature, qui respecte l'humanité, qui respecte nos valeurs, qui respecte les cultures. Par rapport à vos deux approches, avec laquelle je ne suis pas toujours d'accord, mais bon, l'approche physique ou l'approche culturelle, moi, incontestablement, la décroissance, pour moi, est une critique de ce que c'est que bien, de ce que c'est que mal vivre, et une demande de ce que c'est que bien vivre. Il y aurait une profusion de pétrole, ça ne serait pas une raison pour le gaspiller. Donc pour moi, l'argument qui consiste à dire « mais un jour, il n'y aura plus de pétrole ». Ceci étant dit, je mets un bémol. Je comprends bien que pour faire bouger les gens, l'argument du quand bien même, il est aussi abstrait que l'argument de la nécessité. Et c'est vrai que quand on regarde, quand on discute avec alors justement les défenseurs de la transition, les théoriciens de la transition des villes en transition en France, c'est vrai que la mise en avant, pas du changement climatique, hein, et des dérèglements climatiques, mais de la perte du pétrole, des ressources de pétrole, c'est vrai que ça, entre guillemets, ça parle aux gens.
mais je me méfie toujours des hypothèses catastrophistes. Je ne crois pas qu'on fasse de la politique en faisant peur. Vous venez de dire que vous refusiez d'être pris par les arguments de la nécessité, en disant qu'il venait pour partie de la gauche avec le marxisme, le capitalisme créer sa propre tombe, qu'il venait pour un autre côté de l'écologie avec la fin du pétrole, pour faire court, et je m'étonne que vous ne citiez pas l'approche bioéconomique de Nicolas Georgescu-Roegen, qui est bibliographiquement parlant le père de la décroissance, puisqu'il a été le premier à en parler avec son livre en 71 qui s'appelle Demain la décroissance. Donc je m'étonne que vous n'ayez pas cité Nicolas Georgescu-Roegen comme mettant en avant la nécessité d'agir face à une croissance qui est économiquement et mathématiquement, puisqu'il était mathématicien, devenue possible. Alors je réponds, donc mathématiquement, d'abord il faut quand même, mathématiquement l'infini est possible, hein. Mathématiquement il existe des choses qui s'appellent des asymptotes, et on peut s'approcher à l'infini d'une asymptote sans jamais l'atteindre. Bon. D'abord je réponds mathématiquement, petite casquette que j'ai eue un jour. Je parlais de mathématiques pour la formule de l'entropie. Voilà, mais mathématiquement déjà l'infini est, bon, on peut infiniment continuer à croître. Ça ne pose aucun problème mathématique. Je fais d'abord cette réponse-là. Physiquement ensuite. Alors physiquement, donc effectivement, la loi d'entropie, donc c'est la deuxième loi de la thermodynamique de Clausius-Carnot. Bon, d'accord, je la connais. Mais son échelle de temps n'est pas l'échelle humaine. L'humanité aura disparu depuis bien longtemps quand effectivement l'entropie apportera ses effets, c'est-à-dire fondamentalement, non pas la fin de l'énergie, mais la fin des différences d'énergie. Hein. J'ai de l'énergie, je bouge ma main sur ma jambe, mon énergie physique, mécanique, se convertit en chaleur. Et là, elle se dissipe, elle se perd. Fondamentalement, la loi de l'entropie n'est pas la disparition de l'énergie, mais la dégradation de la qualité de l'énergie. Maintenant, du système, par la haute. De système. Alors, sauf si le système est fermé et qu'il reçoit toujours de l'extérieur des apports, d'énergie. Alors, j'avoue que je ne comprends pas comment l'argument de l'entropie a pu avoir du succès dans la décroissance. J'avoue ne pas le comprendre. Hein. Alors, pour une raison assez simple, c'est que de toute façon, le système Terre, il recevra toujours, sauf quand le Soleil disparaîtra, un surplus d'énergie de l'extérieur. Donc nous ne connaîtrons pas le problème de l'entropie. Fondamentalement, la loi de Clausius-Carnot, elle se situe tout système intégré, c'est-à-dire le système ouvert, quand il n'y a plus qu'un système ouvert, et non pas à l'intérieur des systèmes, où il y a des systèmes fermés qui reçoivent de l'extérieur de la négantropie. Désolé, je suis absolument toujours étonné de voir qu'on nous met en avant cet argument de l'entropie, qui est un argument qui ne peut pas nous concerner. Il y aura toujours un surplus très largement dans le système Terre d'énergie qui reviendra de... Et de ce point de vue-là, puisqu'on peut parler d'entropie, j'avoue que tant qu'à parler d'entropie, je préférerais très largement que nous les décroissants, plutôt que de faire appel à Georgescu-Roegen, nous fassions appel plutôt par exemple à quelqu'un qui avant lui avait déjà, à deux personnes, il y a deux personnes avant lui qui en ont parlé, il y en a deux. Il y a Jacques Attali, on l'a oublié, La parole est l'outil, 1973. Et c'est même dans ce livre-là que pour la première fois, on trouve le mot da-croissance. Pour la première fois. Je n'ai pas la page en tête, mais vous pourrez la garder. Mais il y a un autre auteur qui, dans les années 40, 50, a déjà parlé de l'entropie et on a déjà tiré des conséquences anthropologiques. On l'a oublié, Georges Bataille, dans un petit article qui s'appelle « La notion de dépense ». Et de façon tout à fait beaucoup plus intéressante, qui pour nous, anthropologiquement, serait certainement plus riche que le catastrophisme, d'un Georgescu-Roegen, l'idée que, ayant toujours un surplus, notre problème est de savoir gérer l'excès, de gérer la dépense. Cela est beaucoup plus intéressant. Ça, c'est quasiment
jamais traité. C'est pourtant beaucoup plus concret. Encore une fois, l'échelle de temps de l'entropie, ce n'est pas une échelle anthropique, A-N-T-H-R-O-P-I-Q-E. Hein? Ne jouons pas sur les mots. L'entropie E-N-T-R-O-P-I-E n'est pas à l'échelle anthropique A-N-T-H-R-O-P-I-Q-E. Donc moi, il ne nous convaincra jamais. Je prends note aux commentaires sur la loi de l'entropie. La loi de Clausius-Carnot. D'ailleurs, dès qu'on en parle à des physiciens, mais ça les fait rigoler, que les décroissants s'appuient sur la loi. Ils disent, mais vous n'y comprenez rien à la loi de Clausius-Carnot, et on peut l'appliquer parfaitement à l'économie. Mais encore une fois, telle n'est pas notre échelle. Et là aussi, il y a, dans l'entropie de l'utilisation, il y a une limitation. Fondamentalement, nous devons rester dans un temps limité. Et nous devons rester à un temps qui reste à une taille humaine. Je ne nie pas l'entropie, je ne nie pas la seconde loi de la thermodynamique. Je dis juste qu'elle n'est pas à notre taille humaine. Et je ne vois pas en quoi elle nous concerne, nous, les décroissants. Donc la loi de l'entropie de Nicolas Georgescu, c'est de la rigolade. Aucun intérêt. Pour moi, économiquement, à l'expliquer à quelqu'un qui est aliéné par la consommation, par la production, par le travail, que la cause profonde, c'est la seconde loi de Clausius-Carnot. C'est un autre problème, c'est de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Ah non, mais elle est vraie, mais comme 2 plus 2 font 4, qui est vrai, ça n'a pas pour autant des conséquences politiques. Il ne suffit pas qu'il y ait une vérité pour que c'est une conséquence politique. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, la loi est incontestablement vraie. Mais encore une fois, à une échelle qui n'est pas la nôtre. À une échelle qui n'est pas la nôtre. Une échelle de combien de temps? Ah, mais l'entropie, mais là, c'est sur des milliards d'années. Ça part de... L'entropie nous décrit la fin de l'univers. Ne parle pas de milliards d'années, il parle de quelques dizaines d'années. Donc, vous contestez ce que dit Nicolas Georgescu. L'application sur, on va dire, le court terme, bien sûr. Vous contestez. Bien. Pour rester sur l'énergie, pour valider la notion de développement durable, les écologistes préconisent le remplacement du fossile par un mix renouvelable, composé essentiellement d'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique. Pensez-vous que ce mix puisse réellement assurer la durabilité du développement, donc en fait de la croissance? C'est ce que disent les écologistes. Oui, enfin les défenseurs donc, du développement durable, oui. Et ce mix il est fondamentalement... Voilà. Alors ce mix il est fondamentalement proposé donc, par le scénario Négawatt, hein. Donc c'est là où on retrouve... Il est repris par tous les ténors de ELV. Yves Cochet également. Il est repris. Alors la réponse est non. La réponse est non, hein. La réponse est non, pour une raison très simple. C'est que, dans un premier temps, il y a eu le développement durable. Quand ils ont quand même aperçu que ça restait du développement, il y a eu un deuxième âge, on va dire, de développement durable, qu'ils ont appelé l'économie circulaire, alors qu'on trouve effectivement complètement dans les textes d'Europe Écologie Les Verts. Mais l'économie circulaire est un mythe. C'est, comment dire, le mouvement perpétuel. Tiens, ben voilà. Pour contester le mouvement perpétuel, précisément, il faut passer de la première loi de la thermodynamique à la deuxième. C'est précisément la deuxième loi de la thermodynamique qui réfute le mouvement perpétuel. Donc, mais plus fondamentalement, là encore, ce sont les travaux d'un Philippe Biwix et de toute la mouvance sur l'anti-extractivisme qui montrent qu'on peut récupérer autant qu'on veut. On ne peut pas en retrouver autant à la sortie qu'au début. Donc ça peut éventuellement reculer l'échéance. Ça peut moins gaspiller, incontestablement, fait reculer l'échéance. Mais ça ne fait reculer que le moment de sauter, ça n'évitera absolument pas de sauter. Bon, maintenant, faire reculer l'échéance est en soi grave, car il sera plus difficile, quand plus nous avançons, je dirais, vers des moments de nécessité, moins il sera temps au moment de faire les choix de le faire en toute liberté. Donc plus on recule, et le développement durable non seulement est faux, mais dangereux, puisqu'il recule l'échéance. Il fait des défenseurs du développement durable des alliés objectifs, comme on disait Lénine, des idiots utiles du capitalisme. L'un des plus grands défenseurs du développement durable était le philosophe suisse, Dominique Bourg, qui défendait le développement durable, et qui a eu quand même l'honnêteté de dire « Je me suis trompé, c'est une connerie, je ne dois plus défendre le développement durable, il faut parler de décroissance, c'est-à-dire très exactement, pas simplement l'objection de croissance. L'objection de croissance arrête le train de la croissance. Sauf que ce train de la croissance, il a dépassé les seuils depuis 30 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'il faut décroître, c'est-à-dire qu'il va falloir revenir en arrière. C'est-à-dire, en tout cas dans les indicateurs, pas forcément dans les modes de vie, mais dans les indicateurs, il va falloir revenir à des niveaux des années 70.
soutenabilité, comment dire, écologique. Donc, bon, là, mais là, ce que je dis, je crois que tout le monde le dit, qui défend encore aujourd'hui le développement durable, à part ceux qui veulent se faire élire. À part ceux qui veulent se faire élire. Ouais. Alors, restons encore sur l'énergie. Malgré la catastrophe de Fukushima, il semble bien que peu de courants politiques s'opposent aujourd'hui au développement d'énergie nucléaire. Même les écologistes, qui sont aujourd'hui au gouvernement, qui étaient encore il n'y a pas très longtemps, n'ont rien fait pour stopper la production d'électricité à partir de l'atome. Êtes-vous personnellement fermement opposé au nucléaire? Et si oui, quelles sont vos actions dans ce sens? Alors, je suis fermement opposé au nucléaire. Mes actions personnelles contre le nucléaire, pas grand-chose. Je n'arrive pas à être de tous les combats. Je peux être contre les OGM sans avoir fauché, je peux être contre les gaz de schiste sans avoir forcément empêché le forage. Oui, mais les écologistes disent aussi qu'ils sont contre le nucléaire, oui, mais ils ne font rien. Alors, on a l'impression que tout le monde dit qu'il est contre le nucléaire, mais personne ne fait rien. Alors, bon, pour ça, je vous pose la question à vous. Alors, bon, il m'est arrivé d'occuper une mairie quelquefois hein, pour... non, mais quand je parle personnellement, c'est pas forcément en tant que Michel Lepezan, c'est... Voilà. Alors... nous, en tout cas au MOC, nous avons des fers de lance de la lutte anti-nucléaire. Oui. Bon, évidemment, Jean-Luc Pasquinet, en avant. Nous sommes anti-nucléaires, donc il n'y a absolument aucun problème, et nous le mettons systématiquement dans nos listes. C'est-à-dire que dès que nous faisons des listes, nous mettons en avant l'anti-nucléaire. Alors ça veut dire quoi être anti-nucléaire aujourd'hui? Ça veut dire préconiser quoi? Alors, il y a plusieurs scénarios. Il y a la sortie lente, la sortie très très lente, la sortie rapide, l'arrêt immédiat. Nous sommes, alors mais là, si j'avais autour de moi les, entre guillemets, intégristes anti-nuc du MOC, je me ferais taper sur les doigts, parce que je n'emploie certainement pas les bons mots, mais bon. Nous sommes pour la décision immédiate de la sortie la plus rapide possible du nucléaire. Voilà quelle est la position du MOC. Ça veut dire quoi? Et de ce point de vue-là, des gens comme Pasquinet ou des gens comme d'Europe Écologie Les Verts comme Pierre Lucot, et ils ont écrit un livre tous les deux ensemble, nous ont convaincus. À savoir que si l'on veut sortir le plus vite possible du nucléaire, à moins d'imposer une dictature qui d'emblée va dire aux gens vous ne vivez plus du tout avec les mêmes sources d'énergie et du jour au lendemain, vous arrêtez toute votre vie habituelle, il va falloir une transition et moi, de ce point de vue-là, Jean-Luc Pasquinet m'a convaincu, nous acceptons une conception par le thermique. C'est-à-dire, nous acceptons une transition par des centrales à gaz et des centrales, à charbon. Alors, le temps, effectivement... Pour fabriquer l'électricité. Pour fabriquer de l'électricité, parce que... Alors, on doit manquer de sens de dictature ou d'antidémocratie pour imposer aux gens. Hein, mais fondamentalement, quand la non-croissance est imposée, elle est la récession. Nous ne sommes pas pour ce type de choses. Donc, sortie du nucléaire, oui, mais arrêter aujourd'hui, du jour au lendemain, le nucléaire qui fournit 75% de l'électricité, ça veut dire quoi? Arrêter les lampes qui sont en train de m'éclairer en ce moment. Quand les Japonais ont fermé leurs centrales, ils les ont aussitôt compensés par des super-tankers gaziers qui, sont venus et ont très légèrement baissé la consommation générale. Donc on voit bien qu'il va falloir une transition. Cette transition, pas de problème pour l'accepter par une remise en état de centrale thermique, voire même l'ouverture de centrales thermiques de façon provisoire. Voire même... Bon. Alors pourquoi? Cela pose la question, mais en fait, pourquoi fondamentalement vous êtes contre le nucléaire? Fondamentalement, nous sommes contre le nucléaire, en tout cas c'est la position du MOC, à cause du danger du nucléaire. Bien sûr, les déchets, bien sûr, à long terme. Mais fondamentalement, aujourd'hui, si une centrale explose, c'est de la non-vie dans un rayon qui, en France, est insoutenable. Donc. Pourquoi ne proposez-vous pas, ou alors peut-être que vous en êtes d'accord, un référendum au niveau national, un suffrage universel, sur la continuation ou pas du nucléaire? Est-ce que vous avez envisagé cette proposition politique? Nous, non, mais on sait que c'est celle du PG, qui ainsi peut d'un côté, par une main, on va dire gauche, se prétendre anti-nucléaire, et par une main droite au sein du front de gauche, continuer à faire alliance politique avec le Parti communiste, qui, à part quelques exceptions, est fondamentalement pro-nucléaire. Donc, en gros, ils évitent ainsi de prendre une décision, et
Non mais, excuse-moi, sur le principe, seriez-vous prêt à prendre acte de la décision du peuple? Voilà, c'était ça le sens de ma question. Si, par un suffrage universel, faisons suite à un débat national honnête et équitable, ouais, bon, je vous vois sourire, est-ce que vous seriez prêt à prendre acte de la décision de continuer ou d'arrêter le nucléaire? Prendre acte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, admettons, vous avez commencé à dire non. Ah ben non, c'est-à-dire que nous continuerions, à, si, admettons que... Ça ne mettrait pas fin au débat. Supposons ça mettrait pas fin au débat. Que 55% des Français, après un référendum, disent nous voulons continuer le nucléaire. Nous continuerions à dire que nous sommes contre le nucléaire, et puisque le mauvais pli du référendum aurait été pris, nous demanderions un nouveau référendum, et ainsi de suite à l'infini, jusqu'à gagner. Vous n'êtes pas chaud pour le référendum quand même? Non. D'accord. L'agriculture actuelle est très fortement dépendante du pétrole pour le carburant des tracteurs, les divers engins de récolte, les engrais, les pesticides, les fongicides, les herbicides et autres produits phytosanitaires. Le pétrole est également indispensable pour le transport des récoltes vers les industries agroalimentaires et des produits transformés vers les centres de distribution. Par ailleurs, l'intensification de l'agriculture depuis 60 ans a provoqué une dégradation des sols en humus, ce qui nécessite d'employer toujours plus d'engrais pour maintenir les rendements à leur même niveau. Compte tenu de ces éléments, et si vous les validez, comment voyez-vous l'avenir de la production alimentaire mondiale confrontée au double problème de la diminution de la disponibilité en pétrole d'une part, de l'appauvrissement des sols d'autre part? Alors l'agriculture, 1, n'est pas mon domaine, 2, je ne suis pas prophète, 3, je vais quand même donner un avis. Merci. Je vais quand même donner un avis. Il me semble quand même que de plus en plus, même les partisans les plus productivistes, même les partisans les plus fervents de l'agriculture industrielle commencent à s'apercevoir qu'en termes de rendement, l'agro ou la bio, alors agrobiologie, bio-agriculture, il y a plein d'expressions, ont des rendements tout à fait intéressants. Et des rendements pas simplement en quintal, mais aussi en rendement nutritif. Car on peut très bien avoir un rendement en quintal très important, mais pour le dire, là j'ai aucune idée des chiffres, mais il ne sert peut-être à rien d'avoir 20 kg de blé si je peux obtenir plus de nutrition avec 10 kg de blé qui aura fait moins d'eau et qui aura une meilleure. Un exemple tout à fait savoureux, c'est l'exemple des pruneaux d'Agen, où quelqu'un avait réussi à produire beaucoup plus de pruneaux d'Agen en remettant de l'eau. C'est-à-dire qu'il avait réussi à créer une variété de pruneaux d'Agen qui se gonflait en eau. Et donc qui avait une production par arbre bien plus forte. C'est d'autant plus savoureux que nous savons tous que les pruneaux d'Agen, nous les mangeons après les avoir desséchés. Donc je trouve que l'exemple est tout à fait symptomatique. Moi, il me semble que... alors, nous, on est pas mal... embarqués là-dedans, nous sommes toujours favorables à ces mouvements d'AMAP, de relocalisation, etc. On voit effectivement des rendements tout à fait intéressants. Et on voit aussi des coûts. Moi, par exemple, j'appartiens à une AMAP, je mange donc bio dans toutes les bonnes conditions. Quand on compare le kilo de carottes dans mon AMAP au kilo de carottes chez Leclerc pas bio, nous sommes moins chers. Donc, alors là, de ce point de vue-là, je dois être assez libéral et espérer que même la main invisible de la concurrence va nous amener un progrès. Je suis allé l'autre jour faire pas une conférence, mais une intervention sur Romans d'ailleurs au lycée horticole. C'est dans les lycées horticoles qu'on fait le maraîchage en France. C'est comme cela. J'ai eu là donc 2 promotions de futurs maraîchers, etc. Il y a quand même chez eux une très grande sensibilité effectivement à la question écologique. Et fondamentalement, ce sont eux. Alors, ça ne pose pas que ces questions-là, ça pose aussi la question, être un paysan, c'est pas se demander simplement qu'est-ce que je vais mettre dedans, la question des intrants et de ce que je vais vendre. La question agricole, c'est en amont même de ce que je vais produire et comment je vais le produire, c'est la question du foncier. De ce point de vue-là, les prix du foncier sont tels aujourd'hui qu'ils ne vont pas ne pas pouvoir, là, argument d'honnêteté, ne pas poser la question de à qui appartient la terre. Tous les mouvements qu'on voit aujourd'hui autour des communs, ils portent toujours fondamentalement sur ce bien commun. Le premier bien commun qui est aujourd'hui mis en avant dans les finances sur le commun, c'est la terre. Donc là, on peut penser que, peut-être parce que manger fait partie des besoins les plus
primaires, les plus de base, on peut peut-être penser qu'on va sortir du délire. Peut-être. Là-dessus, je ne suis pas prophète. Vous pensez qu'une agriculture, c'est une question que je vous pose, privée progressivement de pétrole, peut maintenir les rendements, voire augmenter ses rendements, et pourquoi pas pour arriver à nourrir les 10 milliards d'humains prévus pour 2050? Alors, là encore, je ne suis pas spécialiste, donc je me base sur des... Non, vous venez de Oui, bien dire sûr. que les agriculteurs... Alors les rendements en volume, non. Mais, comment dire, en calories, oui, bien sûr. En mix des deux. Alors, on n'a pas besoin d'augmenter les volumes. Il semblerait, il y a eu encore une fois tout un dossier dans le silence, alors, il y a 2-3 ans, il semblerait aujourd'hui qu'avec les techniques, comment dire, de l'agriculture biologique, on va dire, on pourrait même monter jusqu'à 15-20 milliards. Alors évidemment, attention, nous mangerions moins de viande. 15 milliards d'humains. D'humains. C'est-à-dire, il ne s'agit... Je ne suis pas du tout en train de dire que nous pourrions nourrir 15 à 20 milliards d'humains avec le même régime alimentaire qu'aujourd'hui. Mais je dis que nous avons les capacités agricoles. Non pétrodépendantes. Non pétrodépendantes. 15 milliards d'êtres humains nourris avec une agriculture non pétrodépendante. Voilà. Donc relocalisés avec une traction animale, avec... bon. D'accord. Êtes-vous favorable, donc vous allez sans doute me répondre non, êtes-vous favorable à une réduction de la démographie, et si oui, par quels moyens vous n'êtes pas favorable à une réduction de la démographie? Au MOC, je vais répondre par le MOC, nous sommes néo-malthusiens. Alors, il se trouve que là, je crois que c'est dans 15 jours, il va y avoir un débat là-dessus avec Michel Souroux et tout un ensemble de personnes. Je ne pouvais pas y aller, d'autres que moi vont y aller. Nous sommes néo-malthusiens. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous sommes absolument opposés à toute mesure favorisant la natalité. Donc, suppression des allocations familiales? On s'arrête au deuxième enfant. Pourquoi ça? Parce que c'était la position classique. C'était la position, par exemple, j'ai revu l'autre jour les spots de Louis Dumont dans sa campagne de 1960. René Dumont. Je dis Louis, pardon. René Dumont. De René Dumont en 1974. C'est désespérant. Ce brave René. C'est désespérant. Sur les 20 mesures qu'il propose, on en reprend aujourd'hui 17 ou 18. Et il préconise, c'est pour ça que je dis, et lui il disait déjà, allocation jusqu'au deuxième, et après on arrête. C'est-à-dire que nous ne voulons pas inciter à la dénatalité, mais nous voulons désinciter à la natalité. De ce point de vue-là, nous avons toujours un petit peu peur des arguments anti-humanistes de certains qui pensent qu'il faut aussi une décroissance démographique, car encore une fois, puisque nous sommes pour une décroissance volontaire. Quand elle n'est pas volontaire et qu'elle est subie, elle s'appelle récession. Je ne vois pas pourquoi nous voudrions une décroissance volontaire d'un point de vue économique si la population décroissait. Moi, je ne suis pas pour la moindre mesure qui inciterait à une décroissance démographique subie. Je suis totalement opposé à ça. Je reste humaniste. Il m'en reste plus beaucoup de l'humanisme, mais je reste humaniste. Et nous restons humanistes. Hein, au MOC, notre position, c'est de rester humaniste. Pour autant, la position, par exemple, de Vincent Chénet, hein, son argument qui consiste à dire le problème, ce ne sont pas les humains, ce sont les automobilistes. Il dit quelque chose qui a un certain sens de ce point de vue-là. Je suis d'accord avec Vincent de ce point de vue-là. À savoir que, effectivement, aujourd'hui, si nous voudrions une humanité avec tous notre mode de vie, il faut décroître. Quant à moi, puisque je suis pour la pauvreté volontaire, et la pauvreté volontaire, c'est-à-dire fondamentalement une décroissance du pouvoir d'achat, une décroissance du niveau de vie, une décroissance du PIB, il y aura largement de quoi nourrir. Il faut quand même rajouter, je ne suis pas démographe, que quand même je crois savoir que la démographie est une science lente. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement inerte, elle est extrêmement inerte, et c'est-à-dire que c'est ce qui fait d'ailleurs le succès d'un Emmanuel Todd, qui justement étant démographe, peut en quelque sorte être à peu près le seul qui fait des prophéties qui se réalisent. Pourquoi? Parce que fondamentalement, il s'appuie sur la démographie. Grosso modo, on nous dit, mais c'est à 1 milliard près qu'en 2050, il va y avoir un pic démographique, de 9 à 10. Mais quand d'un autre côté, je vois que si, avec une autre agriculture, nous pouvons nourrir 15 à 20 milliards d'êtres humains, alors
Je ne crois pas qu'il y ait véritablement de problème démographique. Néanmoins, en soi, il n'est pas bon d'inciter à produire des enfants pour produire des enfants. Je vois aucune raison. C'est une conséquence, peut-être aviez-vous prévu de me poser la question tout à l'heure, d'une façon générale, nous sommes par exemple, nous-mêmes, plutôt défavorables à la PMA. Pourquoi fondamentalement vouloir avoir des enfants, et même quand on ne peut pas, pouvoir en avoir? Non, nous sommes plutôt opposés à la procréation médicalement assistée. Il n'y a aucune raison de vouloir systématiquement continuer à produire de la démographie. Non. Pour autant, c'est une vraie différence, inciter à la décroissance démographique ou ne pas inciter à la croissance. Nous sommes des néo-malthusiens. Pour conclure sur la démographie et l'agriculture, vous ne croyez pas du tout, vous n'êtes pas du tout inquiet par rapport à un spectre éventuel de famine dans le milieu du XXIe siècle? Des famines locales, peut-être. Il y en a déjà eu, hein. Mais généralisées, non. Pensez-vous, comme le disent certains écologistes, que la planète est en danger? Là aussi, c'est une affaire de temps. La planète, elle a une telle inertie. Et surtout, sans mythifier, sans tomber dans l'hypothèse Gaïa, il faut quand même reconnaître à la nature des capacités extraordinaires, alors là, elle, de résilience. Donc elle n'est pas en danger, la planète. Alors, non, c'est pas ça. Elle peut parfaitement être en danger, mais le temps, comment dire, que véritablement on passe un point de non-retour, qui peut savoir qu'il va être atteint ou qu'il est déjà atteint? On ne peut pas le savoir. Je donne un seul exemple. Quand il y a une marée noire, donc les plages sont polluées, les rochers sont pollués, on s'est aperçu quoi? Qu'il y a deux façons de faire. Soit on vient avec des gens, on gratte, on met du détergent, et vous enlevez tous les produits qui ont pollué. Vous revenez 3 ans plus tard, il n'y a plus aucun, polluant. Mais il n'y a plus aucune vie non plus. On s'aperçoit qu'on ne nettoie pas, on laisse la mer aller et venir. Vous revenez 3 ans plus tard, la nature a fait son travail, et il y a des algues, et il y a tout un milieu qui s'est reconstitué. Donc, de ce point de vue-là, la nature en danger. Alors, bien sûr, la nature, je vois bien qu'elle est maltraitée, je vois bien qu'elle est exploitée, mais encore une fois, fondamentalement, je ne suis pas un catastrophiste. Je ne fais pas de la politique contre. Fondamentalement, pour moi, être décroissant, c'est pas en appeler à la catastrophe, au capitalisme qui nous étrangle. C'est fondamentalement faire des expérimentations concrètes qui nous permettent, dès maintenant, de bien vivre. Voilà fondamentalement pourquoi je suis décroissant. Je suis d'abord dans les constructions pour, plutôt que dans les luttes contre. Donc, la nature en danger. Bien sûr, la nature est en danger. Mais encore une fois, les appels au danger ne seront jamais mobilisateurs. Alors là, je fais une distinction, pas que moi, entre être motivé et être mobilisé. Oh, vous pouvez motiver des gens par des conférences sur la catastrophe. Vous ne les mobiliserez pas, parce qu'ils ne font pas quelque chose. Le contre n'est pas mobilisateur. Je crois même que le contre est immobilisateur. Je pense qu'il est beaucoup plus facile de changer de société en habitant autrement, en éduquant autrement, en produisant autrement, en faisant des échanges économiques autrement, en consommant de l'énergie autrement. Je suis beaucoup plus dans ce qu'on appelle les alternatives concrètes que dans les résistances contre. Concernant le climat, je vais vous poser trois questions. Pensez-vous qu'il y a un réchauffement climatique actuellement en cours? Deuxième question, ce réchauffement, si il a lieu, est-il dû à l'action industrielle de l'homme? Et troisième question, si ce réchauffement existe, qu'il soit dû ou pas à l'action industrielle de l'homme, a-t-il ou va-t-il avoir, d'après vous, des conséquences catastrophiques pour la vie sur Terre? Alors, oui. Réchauffement, oui, réchauffement global, je crois que les spécialistes disent qu'il vaut mieux dire dérèglement, parce que le dérèglement climatique fait que dans certaines régions, il va y avoir un refroidissement, dans d'autres, il va y avoir un réchauffement, mais au bilan, il y aura un réchauffement global. Je crois que c'est à peu près comme ça qu'il faut dire les choses. Donc là, oui, nous le constatons. Alors là, encore une fois, c'est pas faire de pensée.
moi, je veux bien être critique sur la science, ne pas être un scientiste, mais il y a quand même hein, des données. Les travaux du GIEC, comment dire, montrent, semble-t-il, incontestablement, donc ce réchauffement, le dérèglement climatique. Il existe des contestataires du GIEC. Alors il existe des contestataires, mais en général, il faut bien avouer que ceux ne sont pas des spécialistes, et surtout beaucoup plus intéressant que cela, et il y a eu une enquête, il y a eu un travail de certains chercheurs sur les prévisions du GIEC. Et puisqu'on en est, je crois, au 5e rapport aujourd'hui, je ne suis pas sûr, et qui ont fait un travail sur les 4 précédents rapports et leurs prévisions, et qui, du coup, ont les moyens aujourd'hui de voir ce qu'ont donné les premières prévisions. Eh bien, à chaque fois, les prévisions du GIEC étaient sous-estimées. Sous-estimées. Donc, moi, je valide de ce point de vue-là les travaux du GIEC, qui, encore une fois, hein, sont un travail, non pas de première main, mais les travaux du GIEC consistent à reprendre des travaux de première main et à en faire la synthèse. Ce qui est quand même un processus de validation scientifique plutôt correct. Premier point. Et concernant les opposants, c'est-à-dire par exemple l'Oregon Petition ou les 15 vérités qui dérangent, le dernier livre. Je n'ai pas lu, d'abord je n'ai pas lu, donc je ne peux pas en dire, mais... C'est fait par des scientifiques. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Vincent Coutillo, oui, ça va en fait par des scientifiques. Physiciens. Bien sûr. Il n'empêche que, n'étant pas de la partie, je ne vais pas choisir les... Bon, je vais suivre, comment dire, la voie critique majoritaire. Première réponse. Deuxième réponse, est-ce que cela est dû à l'influence? Donc ce qu'on appelle, il y a un livre qui est récent là-dessus, hein, l'expression l'événement anthropocène. Est-ce que cela c'est dû? Alors oui. La Terre a toujours changé son visage. Que la Terre ait toujours changé, personne ne l'ignore. Hein, n'importe quel élève de première, je crois, scientifique l'apprend. C'est dans les livres. Sans qu'il y ait eu la civilisation industrielle. Sans qu'il y ait eu la civilisation industrielle. Maintenant, il n'est pas très dur, précisément, puisque c'est un effet de trend, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de très longue durée, de voir que cet effet de trend, de voir la différence entre ce que cet effet de trend aurait dû amener, et là il est très facile de le calculer puisqu'il est sur de très long terme, et de voir où nous en sommes aujourd'hui. Donc, l'effet, comment dire, de la révolution industrielle, pour le dire vite, me semble là aussi incontestable. Troisième, est-ce que cela a des conséquences? C'est le monde d'hier ou d'avant-hier qui montrait que Miami est envahi par les eaux régulièrement et qu'on a tout un ensemble aujourd'hui. Mais globalement, lorsqu'il y a un changement climatique, il y a toujours des effets... Voilà. La Terre en a connu depuis 4,5 milliards d'années, il y a toujours des effets positifs et des effets négatifs. Bon, globalement, si on fait la somme, le solde des effets positifs et des effets négatifs, par exemple, on peut imaginer qu'avec une élévation de température de 2 ou 3 degrés, on va avoir des récoltes supérieures dans certains endroits du globe. Moi je fais mon jardin et je vois bien que quand on a une saison plus chaude, dans le Val-de-Loire, avant le petit âge glaciaire du Moyen-Âge, on faisait 2 récoltes par an. Bon, on sait très bien que quand, sous les tropiques, quand le climat est plus clément et plus chaud, on a des récoltes supérieures. Donc est-ce que, si on fait le bilan de l'ensemble, est-ce qu'il est forcément négatif? Je ne suis pas vraiment spécialiste, mais il me semble quand même que l'humanité a plutôt vécu aujourd'hui dans l'hémisphère nord, zone tempérée, bon, ça doit être dû à l'axe de la Terre. Si nous avions un axe vertical, peut-être que je comprendrais ça. Et si la Terre n'était pas sphérique, mais cylindrique. Mais je pense qu'elle est sphérique et qu'elle n'est pas cylindrique. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réchauffement, fondamentalement, il signifie quoi? Il signifie que les zones tempérées vont monter et que les zones tempérées vont se réchauffer. Voilà ce que ça signifie. Hein, ça ne signifie pas que... Bon, très concrètement, ça signifie que le pôle Nord va se réchauffer. Bon, là, on sait qu'il y a quand même tout un... Ça va libérer tout un ensemble de gaz qui était bloqué dans le permafrost, je crois que ça s'appelle. Donc, tout ça, on attend de voir ce que ça va donner. Ça permet de trouver des mammouths, c'est absolument merveilleux. Mais je crois qu'au point de vue accélération dans la libération de certains gaz dans l'atmosphère, ça va avoir une conséquence. Maintenant, effectivement, il m'était allé lire des gens qui disaient ça sera très très bien parce que j'aurais plus besoin de descendre en Espagne. Comment dire, pour aller en vacances, je pourrais me contenter de rester dans le Morbihan. Et puis ça économisera des problèmes de chauffage l'hiver. Mais les problèmes de chauffage l'hiver seront compensés par les problèmes de clim l'été, certainement. Hein, bon, aujourd'hui, quand on voit qu'il y a des clims partout, bon. Non, mais globalement, l'accélération brusque en 200 ans
de ce qui normalement devait prendre des centaines d'années ne peut pas ne pas avoir des conséquences catastrophiques. Mais encore une fois, la prise de conscience de ces catastrophes ne mobilisera jamais personne. Que pensez-vous de la géo-ingénierie? Oui, c'est la variante, c'est une variante technophile, scientiste. Oui, on lit des choses là-dessus. Alors, je sais qu'il y a un livre qui est sorti récemment là-dessus qui le dénonce, je n'ai pas lu encore. On en a mais continuellement des articles. C'est la variante de vous inquiétez pas, la technique nous sauvera. Voilà. Ça lutte contre le réchauffement climatique. Non, ça lutte contre la fièvre. C'est comme le médecin qui prétend guérir quand il avait baissé la fièvre. Oui. Donc ça ne lutte absolument pas contre le réchauffement climatique. Ça lutte contre certains effets pénibles du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique. Ça ne lutte absolument pas contre le dérèglement climatique. Ça ne lutte pas contre la cause. Pas du tout. Ben, c'est ce que fait la médecine. Hein. La médecine lutte contre le symptôme, pas contre la cause. Et pourtant tout le monde aime bien la médecine actuelle. Alors, sauf vous. Non, comme tout le monde, il m'arrive de prendre des médicaments. Mais qu'on fasse baisser la fièvre est certainement quelque chose d'important. Mais enfin, il doit mieux falloir guérir la cause. Nous, on doit toujours, les décroissants doivent plutôt être, en général, plutôt pour prévenir que guérir. Donc même de ce point de vue-là, non, la géo-ingénierie, bon, c'est bien. Et c'est une imagination féconde. On trouve des choses absolument extraordinaires. Hein, mais tout ça pour que le mode de vie continue. Alors que notre critique fondamentale à nous, c'est que ce mode de vie est invivable. Donc nous ne voyons absolument pas pourquoi il faudrait faire autant d'efforts pour le poursuivre. Ce mode de vie est invivable. En tout cas pour la très grande majeure partie des humains. Certains opposent la notion de décroissance et celle de récession. Serge Latouche dit qu'il n'y a rien de pire qu'une société croissante sans croissance, ce qui pourrait d'ailleurs constituer une définition de la notion de récession, vue comme un avatar du système, un dysfonctionnement momentané du modèle économique. Les situations de la Grèce et du Portugal ont été ainsi considérées à tort par certains comme des laboratoires de la décroissance, alors qu'elles ne font que traduire en les subissant les ratés du capitalisme et de la politique monétaire globalisée. À partir de ces éléments, j'ai deux questions à vous poser. Premièrement, quelle différence faites-vous personnellement entre la décroissance et la récession ? Et deuxièmement, pensez-vous qu'une société privée de l'essentiel de ses ressources énergétiques et minérales, par suite d'un assèchement géologique, serait en situation de récession ou de décroissance? La deuxième question, je ne la comprends pas. On la posera après. Et la première question, alors là, je crois qu'il y a à peu près unanimité, en tout cas de tous les objecteurs de croissance et décroissants. Donc, récession subie, décroissance choisie. La décroissance est un choix politique. Donc, quelle différence y a-t-il? Faites-vous entre la définition de la décroissance et la définition de la récession? Alors, fondamentalement, d'abord, l'une est subie. Ça signifie quoi? Des dominants font subir aux dominés les catastrophes, on va dire, ou les contradictions provisoires de leur système. D'accord? Et alors que la décroissance, fondamentalement, par exemple, voilà une façon simple de le dire, qui va décroître en récession? Les dominés. Qui va décroître en décroissance? Les dominants. Qui va décroître qui va récesser en récession? Les plus appauvris. Qui voulons-nous faire décroître, nous, en décroissance? Les enrichis. C'est pourquoi, fondamentalement, pour moi, la récession est de droite, la décroissance est de gauche. Très bien, donc d'où ma deuxième question. Pensez-vous qu'une société privée de l'essentiel de ses ressources énergétiques et minérales, par suite d'un assèchement géologique, donc plus de pétrole, plus de gaz, plus de charbon, plus de cuivre, plus de fer, plus de zinc, serait en situation de récession ou de décroissance? Il me semble qu'elles seront en situation de récession si elle veut continuer à avoir besoin de zinc et avoir les mêmes fonctions sans les organes, en quelque sorte, sans les outils. Mais à partir du moment où nous nous sommes libérés, si j'ai besoin d'une machine à laver, effectivement, ne plus avoir de fer pour faire la machine à laver me posait un problème. Mais si j'ai peut-être pas besoin de changer de machine à laver tous les 5 ans ou tous les 10 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'on change de machine à laver, et qu'on a une machine à laver collective pendant 20 ans, on doit certainement pouvoir se contenter, en modifiant nos modes de vie, on doit pouvoir très largement réduire ses besoins. Maintenant, le jour où aucun besoin ne peut plus
être fourni, et s'il ne reste plus alors que le végétal en quelque sorte, eh bien on fera en bois. Bon, je ne pense pas qu'on fera beaucoup de machines à laver en bois. Donc la réponse c'est, objectivement, une société qui n'a plus de ressources fossiles et plus de ressources minérales, enfin, ou qui voit ses ressources diminuer, elle est en récession. Vous la définissez. Elle est en récession. Si l'organisation sociale... Elle n'est pas en décroissance, elle est en récession. Elle est en récession. Si l'organisation sociale est celle qui résulte de la domination de certains sur d'autres, elle sera en décroissance. Si l'organisation sociale... Toute option politique mise à part. Non, justement, la différence, ça sera l'option politique. Elle sera en décroissance. Alors si... Je finis. Oui. Elle sera en décroissance si l'organisation sociale qui en résulte et qui le provoque est une organisation sociale dans laquelle chacun retrouve, se réapproprie ses usages. C'est une récession si, encore une fois, certains continuent le mode de vie aux dépens d'autres. C'est une décroissance si une discussion politique, une reprise en main politique, une nouvelle organisation sociale permet de faire avec ce que l'on a. De toute façon, dans les deux cas... Mais les gens seront bien obligés de faire avec ce qu'ils ont, s'ils n'ont plus rien. Non, politiquement, ce n'est pas la même chose si certains font faire à certains et leur imposent, de façon dominante, ou si au contraire, il y a une organisation sociale qui, a repris les choses en main. C'est pourquoi la décroissance est aussi, on y viendra peut-être, une nouvelle organisation sociale, une nouvelle façon de penser les répartitions. Pensez-vous Ce qui fera la différence entre récession et décroissance, c'est le type d'organisation sociale qui gérera la pénurie de ressources. On a bien compris. Pensez-vous que la décroissance doit être imposée, avec l'aide de la loi, par une minorité agissante face à une majorité qui ne le souhaiterait pas? Non. Absolument pas. Quand elle est imposée, c'est la récession. Quand elle est... Là, c'est la décroissance qu'on imposerait. Si on impose la décroissance n'est pas la décroissance, elle est la récession, elle est qu'une ruse des dominants pour continuer à exercer leur domination. Oui, mais enfin, une minorité qui imposerait la minorité des dominants. Si c'était la minorité, justement, agissante, de type MOC ou PPLD, qui impose la décroissance. Non, mais supposons. Alors d'abord, on ne voit pas par quel miracle. Par des lois. Des lois qui interdiraient la publicité, qui interdiraient d'acheter certains produits, qui imposeraient aux fabricants d'outils ménagers d'en fabriquer moins. On peut aller... Alors, deux réponses. Laisser galoper l'imagination dans ce sens-là. Premièrement, c'est une contradiction dans les termes que de laisser supposer qu'une minorité pourra faire passer une loi. Car il faut quand même rappeler ce qu'est l'essence de la loi. Ça, c'est le point de pouvoir. Je rappelle ce qu'est l'essence de la loi. La loi est censée exprimer la volonté générale. Et la volonté générale, en démocratie, elle est précisément déterminée par la loi de la majorité. Donc c'est une contradiction dans les termes que de dire qu'une minorité fera passer une loi. Non, à l'instant... La minorité au pouvoir. La minorité, à l'instant... Par le système électoral. Même indépendamment de ça, ça c'est un jeu de mots. La minorité ne peut pas devenir la majorité. Ou alors, effectivement, quand la minorité fait passer des lois, alors la minorité devient une majorité, mais du coup, si tout est son contraire, on ne dit plus grand-chose. Maintenant, fondamentalement, et là je crois que, alors qu'au départ, les copains du PPLD n'étaient pas tout à fait favorables à ça, mais je crois qu'ils y sont venus. Hein. C'était d'ailleurs un motif de dispute et de désaccord au départ. Puisque nous, au MOC, nous prétendions, et nous nous prétendons toujours, libertaires. C'est-à-dire que nous avons une réflexion critique très forte contre le pouvoir. Au départ, je ne dis pas qu'ils étaient pour ou contre, mais qu'ils n'avaient pas cette réflexion chez les copains du PPLD. Et nous avons toujours défendu l'idée que nous ne croyons pas que nous changeons la société par des changements majoritaires. Nous ne pensons pas que nous changeons la société par le haut, nous ne changeons pas la société par la prise du pouvoir majoritaire. Nous défendons, là dans le vocabulaire et notre jargon, non pas une stratégie de renversement, mais éventuellement une stratégie de basculement par pression. Et cela, socialement, on peut le faire, politiquement, on ne peut pas le faire, mais socialement, on peut le faire, par la pression d'une minorité sur la majorité. Des minorités d'opinion peuvent effectivement faire basculer des majorités. On en a un exemple catastrophique aujourd'hui. Le Front National n'a jamais pris le pouvoir, il a pris quelquefois quelques villes, pas longtemps, il n'a jamais pris le pouvoir politique, il a pourtant fait basculer idéologiquement tout l'échiquier politique français à droite.
C'est terrible comme argument, mais nous voyons bien là la réussite d'une stratégie de basculement sans aucune prise de pouvoir majoritaire, sans qu'ils aient jamais fait passer la moindre loi. Le Front National n'a jamais fait passer la moindre loi, ils ont pourtant un changement. Pourquoi? Parce qu'ils ont une visée sociale. Il y a là, de ce point de vue-là, un modèle de ce que peut être une transformation sociale de la société par des minorités. Mais ce n'est pas un changement politique. Fondamentalement, en tout cas au MOC, notre côté libertaire fait que nous ne pensons pas que c'est par la loi que nous changeons les comportements. Ou pour le dire autrement, en théorie du droit, nous ne sommes plus des positivistes, si nous ne l'avons jamais été, nous sommes plutôt des naturalistes et nous pensons que le droit doit, par ce que l'on appelle la vie du droit, suivre les évolutions de la société. Et nous tentons plutôt de faire basculer des minorités et que ces minorités fassent une pression sociale. Si vous voulez, je vous en donne un exemple très précis. Je suis particulièrement investi, et ce n'est pas une lutte contre, ça c'est une construction pour, dans les monnaies locales. Nous avons en ce moment, en mai-juin 2014, un projet de loi qui est sur l'imprimeur, on va dire, sur l'économie sociale et solidaire. Dans ce projet de loi sur l'économie sociale et solidaire, il y a éventuellement une possibilité de faire un amendement sur les monnaies locales, qui aujourd'hui ne sont pas reconnues légalement, et nous voudrions faire passer un amendement sur les monnaies locales. L'amendement que nous voudrions faire passer, il y a à ce moment-là deux voies. Il y a d'un côté ceux qui disent « acceptons les contraintes fournies par, concrètement, la Banque de France et son bras qui s'appelle la CPR, et acceptons, quelles que soient les conditions, une reconnaissance ». Et puis il y a la voie que je défends plutôt, qui est « demandons un droit à l'expérimentation minoritaire ». C'est-à-dire donnons le droit à des citoyens de faire des choses d'une façon minoritaire. Ça, c'est une stratégie qui n'espère absolument pas passer par la loi majoritaire. Nous espérons juste que la loi, c'est comme tout à l'heure pour inciter à la dénatalité ou ne pas inciter à la natalité. Nous ne croyons pas qu'une loi peut favoriser des comportements, mais nous pouvons demander à ce que la loi n'interdise pas certaines expérimentations. Je ne suis pas plus ami de la loi que cela. Oui, j'ai bien compris ce que vous me dites. Je vous posais simplement cette question parce que dans l'opinion publique, beaucoup de gens qui ne connaissent pas bien les décroissants pensent que beaucoup de ces tendances décroissantes sont des tendances qui sont autoritaires et voudraient imposer par la force la décroissance de la société. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous posais cette question. Oui, on a les deux critiques, parce qu'on a aussi la critique que nous n'avons aucune stratégie politique et nous ne voulons faire aucun compromis en allant aux élections majoritaires. Plus du sérail, hein, mais dans l'esprit commun, on a, je dis pas majoritairement, mais on a de temps en temps ce genre de remontée. Les décroissants veulent imposer par la force à tout le monde de décroître. Je veux bien, mais c'est vraiment ignorer que l'essentiel de l'activité politique des décroissants, c'est précisément pas du tout faire passer le changement par le haut, mais c'est expérimenter par le bas tout un ensemble d'expériences. Oui, mais enfin, il faut croire qu'il y a un peu cette image comme ça. Il y a toujours des paranos. Voilà. Bon. L'idée d'un revenu de base garanti est devenue aujourd'hui presque consensuelle. Des propositions émanent de toutes les tendances politiques. La Suisse, pays pourtant peu réputé pour ses inclinaisons socialistes, mais plutôt pour son penchant libéral et favorable à la croissance, s'apprête même à se prononcer par référendum sur une proposition de ce type. En quoi un dispositif législatif instaurant un revenu inconditionnel pour tous pourrait-il s'inscrire, comme vous semblez le dire, dans un véritable projet de société décroissante? Alors d'abord en Suisse, la votation a eu lieu et a été perdue. Hein. Ils ont cette capacité effectivement de proposer des votes pop, comme ils disent, hein, même quand ils sont extrêmement minoritaires. Hein. Donc il suffit d'avoir un certain nombre de signatures pour pouvoir faire la proposition. Alors la proposition a effectivement été faite, mais elle a été très largement rejetée. Ils en sont à la prochaine votation le 18 mai. La question n'était pas sur la Suisse, voilà, c'était simplement pour dire que ça vient de tous les horizons. Non, mais que ça naisse, après que ça soit majoritaire, c'est une autre question. Ils en sont aujourd'hui à se poser la question d'un salaire minimum.
Donc c'est une question différente. Alors effectivement, on retrouve cette idée du... Alors vous avez commencé par dire revenu de base, après revenu inconditionnel pour tous, il y a des tas d'expressions. Bon, c'est effectivement, on le voit partout, et on le voit sur tout l'échiquier politique. On le voit aussi bien à droite qu'à gauche. Bon, maintenant attention, la proposition d'une Christine Boutin... Pas toujours le même. Hein. Voilà, la proposition d'une Christine Boutin ou d'un Villepin, ça n'a absolument rien à voir avec la proposition que nous pouvons avoir, en tout cas nous les décroissants. Nous les décroissants, on peut croire qu'on en a deux variantes. Hein. On trouve d'un côté par exemple les copains du PPLD qui défendent la DIA, dotation inconditionnelle d'autonomie, et le MOC défend plutôt ce que nous appelons le revenu inconditionnel. Le revenu inconditionnel. C'est la même chose, c'est à peu près... Vous nous donnez un peu les... Oui, c'est à peu près caractéristiques. C'est à peu près la même chose. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, l'expression qui était employée était revenu universel. C'était l'expression qui était employée. Baptiste Milondo, qui a commis quelques livres là-dessus, et moi-même, nous sommes aperçus que la notion d'universel n'était pas très bonne, dans la mesure où, d'une part, le revenu, je veux dire, ne peut pas être le même d'un pays à un autre, donc on ne voit pas très bien ce que veut dire universel. Il n'y aurait pas le même montant pour un enfant et pour un adulte, donc on ne voit pas trop ce que voudrait dire universel. Et surtout, le point qui était vraiment important dans ce revenu, c'était son inconditionnalité, sa double inconditionnalité. De la naissance à la mort, sans condition d'âge, et deuxième condition, sans contrepartie. C'est pourquoi nous avons plutôt choisi la notion de revenu inconditionnel. Mais au départ, dans la proposition de Baptiste Milondo, ce n'était un revenu inconditionnel que versé en euros. En euros. Lors d'une réunion que nous avions faite, un week-end entier de réflexion que nous avions fait à Lyon, avec tout un ensemble de personnes plus ou moins critiques autour de ce revenu, j'avais suggéré que ne verser que en monnaie, ce n'était pas vraiment tout à fait ce que nous voulions, ça pouvait risquer de monétariser, comment dire, entre guillemets, l'assistance, et il me semblait qu'il fallait rajouter une part en monnaie locale et une part en gratuité. C'est pour cela que j'ai inventé une expression qui est dotation inconditionnelle d'autonomie, que j'ai inventée et que j'ai définie comme un revenu avec les trois parts. Le PPLD a beaucoup aimé d'ailleurs cette expression, puisqu'ils en ont même maintenant, ils ont complètement repris le terme, et ils ont même sorti un livre qui défend une dotation inconditionnelle d'autonomie. Mais fondamentalement, les discussions qui avaient fait naître l'expression de dotation inconditionnelle d'autonomie, donc l'expression que j'ai inventée avec Annie Vital, ici même, au bureau dessus, toute une après-midi, nous avons cherché quelle était l'expression qui allait permettre de véritablement faire notre travail. Aujourd'hui, ce que nous appelons revenu inconditionnel défend les trois parts. S'il y a encore une différence, peut-être, c'est que, j'ai lu le livre, aux éditions Utopia, je crois qu'ils mettent trop l'accent sur la gratuité. Et selon moi, ils ne mettent pas assez, ils orientent beaucoup trop la consommation. J'avoue que je préfère aujourd'hui l'expression de revenu inconditionnel, d'ailleurs qui est plus facile à mémoriser que dotation inconditionnelle d'autonomie. Mais sinon, sur le fond, c'est la même chose. Je ne suis pas aussi fanatique que certains en faveur des gratuités. Je pense qu'il y a des choses que l'on peut mettre en gratuité, ce qui aujourd'hui est de l'ordre des services publics, qui peut-être dans l'avenir va retourner autour des biens communs, mais attention à la gratuité. Les gratuités, ont des grands dommages possibles. La gratuité, quand vous donnez à certains tant, par exemple, de mètres cubes, tant de mètres cubes d'eau ou de gaz, etc., attention, les dangers, on les connaît. Là, c'est Baptiste Milondo qui les met en avant. Fléchage, fichage, gaspillage, 3, on va dire. Quatrième, je ne vois plus lequel. C'est-à-dire, attention, tout donner en gratuité, ça serait très dangereux. Donc, de ce point de vue-là, il y a un petit côté qui me gêne un petit peu. Maintenant, qu'il y ait des choses en gratuité, très bien. En monnaie locale, je suis prêt à en dire un mot. Et puis alors, pas en euros, il faudrait non pas une monnaie unique, mais une monnaie commune, mais là, il y aurait beaucoup de choses à dire. D'accord. On voit bien ce que peut donner, d'après votre description, un revenu ou une dotation inconditionnelle d'autonomie. Mais en quoi ce dispositif, cet ensemble de dispositifs législatifs,
pourrait-il s'inscrire, comme vous semblez le dire, dans un véritable projet de société décroissante? Quelle est la relation, la liaison directe entre établir un dispositif législatif de ce type et créer une société décroissante? Alors, je vais vous dire pourquoi je ne comprends pas du tout la question. Parce que non, mais je vais vous dire qui pourquoi. s'appelle Dotation inconditionnelle d'activité, projet de décroissance. C'est pour ça que je vous pose la question. Je vais vous dire pourquoi je ne comprends pas la question. Et pourquoi je pense que la question est incompréhensible. Et elle est incompréhensible d'une part, parce que je ne crois pas à la notion de projet de société de décroissance. La deuxième raison, c'est parce que de toute façon, quand nous faisons des propositions... C'est la question, le titre du livre qui est incompréhensible. Je vais vous répondre. D'accord. Comme la question reprend le titre du livre, l'incompréhension de la question vient de la compréhension du livre et du titre du livre. Je vous explique. D'abord, je ne crois pas au projet de société de décroissance. Je n'y crois pas. C'est-à-dire que précisément, de ce point de vue-là, je crois que j'ai déjà employé l'expression plusieurs fois, je ne suis pas marxiste. Ça veut dire quoi? Je ne crois pas que nous changeons le présent en anticipant dès maintenant ce que sera la société du futur et en disant qu'il faut y aller. Donc, autant aujourd'hui je sais parfaitement ce qu'est le rejet de la société capitaliste, autant aujourd'hui je suis prêt à accepter des discussions de trajet, autant tout ce qui est description trop précise du projet m'effraie. Fondamentalement, je défends, et je l'écris dans d'autres livres, une vision non pas prophétique de l'histoire, mais buissonnante. J'ai une vision aujourd'hui qui n'est plus du tout comme cela déterministe ou prophétique, j'ai une vision au contraire ouverte, que je caractérise de conception buissonnante de l'histoire. Donc, comme je le disais, autant je pense qu'on peut savoir ce que l'on rejette, autant je suis d'accord pour qu'il y ait non pas un trajet, mais des trajets. Maintenant, où nous allons, c'en est fini. Là aussi, encore une fois, tout ça fait partie pour moi de mon non-marxisme, à savoir que je ne crois pas que nous ayons besoin de connaître le but de l'histoire pour continuer à faire de l'histoire. Parce que fondamentalement, quand on a à l'avance un but de l'histoire et que l'on constate que la réalité historique n'est pas adéquate au but de l'histoire, alors cela s'appelle la violence. Et quand on veut avoir raison à tout prix, alors on se met à justifier la violence. Et dans le marxisme, cela s'appelle la dialectique et cela, je n'en veux plus du tout. Donc je ne veux plus du tout penser mon action historique par rapport à un but que j'essaierai d'atteindre. Donc, de ce point de vue-là, je m'oppose, je contredis, je suis effrayé par la possibilité de décrire ce que serait une société de décroissance. Nous le verrons en la faisant, de ce point de vue-là. Deuxièmement, je ne crois pas, vous me posiez la question de savoir comment nous ferions par la loi. Encore une fois, nous ne changerons pas la société par la loi. Nous ne croyons pas à ces façons de changer la société. Je parlais du dispositif de DIA qui forcément est législatif, il faut qu'il y ait pas forcément. Un règlement ou un arrêté. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Il peut résulter par exemple d'une expérimentation au local où un ensemble de personnes déjà mutualisent entre eux les ressources. Par exemple, c'est ce qui se fait aujourd'hui à Barcelone sous le nom de coopérative intégrale, où là on a quelques milliers de personnes qui sont suffisamment nombreuses pour pouvoir eux-mêmes créer cette communauté et instaurer des dispositifs de mutualisation, d'échange, de partage entre eux. Mais fondamentalement, ce que je veux dire, c'est que nous ne faisons pas des propositions pour que la loi les applique à la société. Nous faisons des propositions, et ces propositions, nous ne contentons pas de les faire théoriquement, nous les expérimentons. Nous ne nous contentons pas de faire des propositions sur ce que devrait être l'argent ou la monnaie. Nous expérimentons les monnaies locales. À partir de nos expérimentations, nous tirons des théories de la pratique. Ces théories de la pratique redescendent à la pratique, remontent à la théorie, et par des années. Et retour, nous construisons, au fur et à mesure que nous faisons, nous construisons notre théorie. Nous ne la faisons pas à l'avance pour l'imposer de façon descendante à la société. Nous ne pensons pas que c'est comme ça que les choses vont changer. Une fois que l'on a compris ça, alors cela modifie complètement notre discussion. Dans la discussion politique, nous n'y allons pas pour que nos propositions soient réalisées. Car nous les réalisons, nous, déjà. Nous n'y allons pas pour que la majorité réalise nos propositions. Nous nous contentons déjà de les réaliser de façon minoritaire.
Notre intervention politique ne consiste pas à faire descendre d'en haut à la majorité nos super bonnes idées. Nos interventions politiques consistent à ce que, confortés par la vérification en quelque sorte expérimentale de ce que nous faisons, dans le débat politique, nous puissions avoir un point de vue dont il faut tenir compte. C'est complètement différent. C'est-à-dire que quand nous avons une position A et qu'en face quelqu'un a une position B, nous n'y allons pas pour et que B est majoritaire, nous n'y allons pas pour prendre la position de B. Nous y allons simplement pour que, quand débat il y a, B tienne compte de la position de A. Ça a une conséquence très très importante dans les tactiques les plus concrètes quand nous faisons des revendications. Quand vous avez deux positions, si vous êtes d'emblée dans une recherche de prise de pouvoir, alors vous allez adapter votre discours pour qu'il devienne majoritaire. Alors en général, qu'est-ce que vous faites? Admettons que la discussion ait lieu entre A et B. Pour emporter la majorité, vous dites, j'anticipe et je vais déjà au milieu de la distance entre A et B. Et puis quand la discussion commence éventuellement, à ce moment-là, les négociations véritablement débutent, et vous êtes déjà parti du milieu de la position entre A et B, l'autre B n'a pas bougé de position, et vous allez encore faire la moitié du chemin. Bref, vous allez défendre B. Notre stratégie à nous consiste dans un rapport de force idéologique. C'est cela la véritable force des idées. À défendre des idées que nous défendons en elles-mêmes, juste pour qu'elles soient prises en compte dans le débat. Pour le dire autrement, quand je défends un revenu inconditionnel, je ne me demande pas comment faire pour qu'il y ait une proposition de loi qui soit majoritaire. Quand je défends le revenu inconditionnel, je dis quelle va être ma position idéologique pour que dans le débat, la notion même de revenu inconditionnel puisse être prise en compte. Parce que ce qui est intéressant dans la notion de revenu inconditionnel, c'est qu'on sort véritablement pour une fois du revenu lié au travail. Quand vous êtes dans une position de rapport de force idéologique et que vous n'êtes pas d'emblée en train de rechercher une position majoritaire, vous allez d'emblée défendre l'idée qu'il faut sortir d'une société centrée sur le travail. Dès que vous êtes dans une recherche de position majoritaire, la majorité aujourd'hui étant la majorité d'une société centrée sur le travail, vous allez lâcher sur ce qui fait le fond même de votre revendication. Donc nous faisons des revendications, non pas pour gagner, mais pour que nos positions soient prises en compte dans le débat. C'est complètement différent. J'entends bien, mais enfin, sans vouloir être tatillon, une dotation inconditionnelle d'autonomie à tout le monde, de la naissance à la mort, de 1 000 € ou équivalent en 1 000 €. 750 € par adulte. Certains 10 000, certains... Non, les calculs aujourd'hui montrent qu'on aurait les moyens 750 par adulte. 750 €, bon, 250 on imagine mal comment ça peut se mettre en place sans qu'il y ait une disposition législative qui l'instaure. Ce n'est pas notre problème. D'accord. Ce n'est pas notre problème. C'est l'idée. Notre problème à nous n'est pas de prendre le pouvoir pour le faire passer dans la réalité. J'entends bien, mais le mécanisme que ce n'est pas notre problème. Vous décrivez, d'accord. Je suis comme la personne qui, m'apercevant que mon robinet fuit, demande au plombier de venir me réparer le robinet. Il n'a pas à m'expliquer comment il va réparer. Je veux juste que dans le débat, ma position qui est « je veux qu'il n'y ait plus de fuite », je veux que cela soit pris en compte. La question du comment n'est pas fondamentalement la mienne, et je crois que cela est une position extrêmement démocratique, parce que cela revient à... Je ne crois plus du tout à l'avant-garde éclairée. Je ne crois pas du tout à l'idée que même nous les décroissants, nous serions une avant-garde éclairée, et que nous serions mieux que les autres, et que nos minorités ont vocation à devenir majoritaires. Non, nos minorités ont vocation, dans un débat démocratique, à ce que toutes les voix soient prises en compte. Et nous demandons juste que notre voix minoritaire soit entendue. Michel Lefezan, merci.